Il a investi aujourd'hui plus de 3 millions de dollars dans les startups américaines à la Silicon Valley. Aujourd'hui les amis, nous avons la chance d'avoir un expert qui vient sur notre plateau nous partager comment ça fonctionne l'investissement dans les startups. Gabriel Jarançon sera du coup notre invité et il va nous partager ses méthodes, ses stratégies, ses techniques et nous vulgariser l'investissement dans les startups. Une vidéo qui va certainement vous plaire si vous cherchez aujourd'hui à investir votre capital dans les startups, à comprendre tout cet écosystème ou tout simplement à dénicher un nouveau plan d'investissement. Accrochez-vous bien à votre siège parce que cette vidéo va certainement vous remuer. Laissez un énorme like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît, si vous en voulez d'autres et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous allez en penser et si vous avez envie à votre tour d'investir dans les startups. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour découvrir plus de contenu inspirant et avoir des plans d'action concrets pour concrétiser vos rêves de gosse, réaliser votre vie de rêve. Je vous souhaite une excellente vidéo et je vous dis à tout de suite. Hello les amis, nous voilà du coup partis sur investir dans une startup. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons la chance d'avoir Gabriel avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Gab? Ça va très très bien. Et toi Enzo, merci de me recevoir en tout cas. Ben, grand plaisir. Quand je me suis dit qu'on allait parler d'investissement dans les startups, de comment ça fonctionnait, de décortiquer tout ça, j'ai pensé à toi. Donc ben, merci à toi d'être venu et de partager avec nous. Au programme du jour du coup. Comment investir dans les startups, quels sont les risques, les inconvénients, les résultats potentiels que l'on peut obtenir. Et Gabriel va nous partager du coup un peu de son expérience, de son expertise pour savoir eh bien, quels sont les résultats qu'il a pu obtenir, que ses clients ont pu obtenir. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Si vous avez déjà participé vous aussi à l'investissement dans les startups, eh bien faites-le savoir juste en dessous. Gabriel Jarançon, du coup, Leonis Investissement, plus de 5 millions d'euros investis dans les startups de la Silicon Valley. Un bouquin dont la préface, messieurs, dames, par le grand Lord Xavier Niel. C'est plutôt sympa quand même, c'est plutôt pas mal. Tout ça, raconte-nous un petit peu, pitch-nous en quelques minutes qui tu es, ce que tu fais. Écoute, tu l'as bien résumé. Donc moi, je suis le créateur du club Leonis Investissement. Leonis Investissement, c'est donc un groupe, un club privé dans lequel on se réunit avec des particuliers pour investir dans les startups de la Silicon Valley. Donc moi, mon rôle en tant que fondateur du club, c'est de trouver dans la Silicon Valley des startups qui cherchent des investisseurs, de les sélectionner à partir de mes critères d'investissement très précis, et c'est ces critères d'investissement-là qu'on retrouve dans le livre dont tu as parlé, et ensuite de proposer aux membres d'investir avec moi, sachant que j'investis systématiquement mon argent perso dans les opportunités d'investissement que je propose aux membres du club. Donc, on fait ça ensemble. Aujourd'hui, du coup, tu es investisseur à temps plein. Est-ce que tu arrives à gagner ta vie grâce à tes investissements, entre guillemets, ou est-ce que tu as d'autres activités à droite à gauche qui te permettent de gagner ta vie? Alors, c'est un point très très important, surtout sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent avant tout à se créer une source de revenus principale pour atteindre l'indépendance financière, pour quitter leur job, pour etc. etc. C'est important de comprendre que l'investissement dans les startups, c'est plutôt un investissement à long terme, puisque les retours ils vont avoir lieu entre, disons, 5 et 7 ans. Et c'est un investissement qui n'est pas liquide, c'est-à-dire que pendant les 5 à 7 ans, en moyenne, hein, ça peut être plus rapide, eh bien, tu vas pas pouvoir toucher d'argent, tu vas pas tirer d'argent et tu vas pas recevoir d'argent de dividendes ou quoi que ce soit. Donc, c'est un investissement qui est plutôt pour les gens qui ont un petit peu d'argent de côté, qui veulent le faire travailler efficacement, mais c'est pas du tout un investissement pour se tirer des revenus instantanément. À court terme, ouais. Moi, pour te répondre, voilà, à court terme. Moi, pour te répondre, je vis pas de mes gains sur mes investissements dans l'immédiat. Moi, je suis entrepreneur. Leonis Investissement, c'est mon business. Et bien sûr, je place mon argent qui, plus tu places d'argent, plus bien sûr, ça peut te rapporter sur le long terme. Mais encore une fois, c'est pas une activité qui, dans les premières années, va te permettre d'être indépendant financièrement, de quitter ton job et d'avoir des revenus récurrents. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi? Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans les startups? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'investissement dans les startups? Écoute, moi, en fait, je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur presque depuis ma naissance, en tout cas depuis très très jeune. Et quand j'étais en école d'ingénieur, je montais déjà des business pendant les cours, etc. etc. Et tu sais, j'étais le genre de gars, tu as dû en croiser, qui avait une nouvelle idée tous les week-ends. J'avais une nouvelle idée de boîte. Je voulais monter un nouveau business. Et j'étais tellement
j'étais tellement, si tu veux, enjaillé par ça que je crée effectivement 2, 3, 4, 5 en même temps. Et c'est fait pour réussir. Et finalement, l'investissement, c'était une façon pour moi de continuer à avoir des business qui se développaient dans lesquels je croyais sans y passer du temps. Donc, je me suis dit, plutôt que de monter 5 boîtes en même temps et d'être sûr de rater, moi, je vais monter ma boîte. Mais s'il y a des business à côté dans lesquels je crois, eh bien, je vais simplement investir dans ces business-là. Et s'ils se développent, que ça fonctionne, je gagnerai de l'argent, mais je n'ai pas besoin d'y passer du temps. Super. Et donc, du coup, ça t'a amené à investir toi d'abord tout seul, ensuite à créer un club d'investisseurs et à amener plein de gens dans l'aventure Startup Silicon Valley avec toi. On mettra bien évidemment tout ça en dessous. Gab n'a pas Instagram, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, Léonis Investissement. Du coup, rapidement, pour tous ceux que ça intéresse, investir dans des startups, comment ça marche, reprenons un petit peu la base pour ceux qui sont vraiment intéressés par le fait d'investir et peut-être qui ne connaissent pas, qui ne sont pas hyper familiers avec le milieu des startups. C'est quoi une startup et pourquoi ça en fait un plan d'investissement dont tout le monde parle? Alors, c'est vrai, reprenons les bases, tu as raison, c'est intéressant. Disons que l'investissement dans les startups, c'est investir dans des parts d'une entreprise. Donc, ça ressemble à quand on investit en bourse. En bourse, tu achètes des parts d'une société. Bon, très bien, très classique. Et le but, c'est que la société, elle se développe, elle ait des clients, du chiffre d'affaires et que l'action monte. Ça, c'est quand tu investis en bourse. Quand tu investis dans une startup, c'est la même chose, mais il y a une différence fondamentale. C'est qu'une startup, c'est ce qu'on appelle du non-coté. Une entreprise en bourse, elle est cotée sur un marché boursier. Et une startup, c'est du non-coté parce qu'elle est cotée nulle part. Tu investis en direct, finalement, tu te mets d'accord avec l'entrepreneur et tu dis, je te donne de l'argent, tu me donnes des parts de ta startup. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une startup, en général, c'est une petite société, une petite entreprise. Tu vois, Apple, ce sont des très, très grosses entreprises. Ou une jeune équipe de créateurs qui se lance sur un projet et qui en sont au début. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que premièrement, c'est beaucoup plus risqué. La startup, elle peut échouer, elle peut se planter. Et comme ça arrive souvent, on a tous entendu parler de startups, de copains qui montent une boîte et puis après ils arrêtent, etc., etc. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on arrive au tout début de l'aventure quand la boîte vaut pas grand-chose. Imagine si tu avais investi dans Amazon la première année, évidemment, combien ça vaudrait aujourd'hui? Ça vaudrait des centaines de milliards. Donc, voilà, c'est un risque plus élevé, mais si on sait bien les sélectionner, ce que moi je sais faire, eh bien, on se dit que quand la boîte va grossir, d'ici plusieurs années, c'est pour ça que c'est un peu long, peut-être 5 ans, 7 ans, eh bien, la boîte va pouvoir être plus grosse, peut-être s'introduire en bourse, justement, et devenir une boîte cotée en bourse où on va pouvoir revendre nos actions, ou peut-être se faire racheter. On entend souvent parler de startups qui se font racheter une fois qu'elles ont démontré voilà que nous, les investisseurs, on gagne de l'argent. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup de monde, parce que le gain qu'on peut en tirer, quand la boîte se fait racheter ou entre en bourse, il peut être énorme. Tu vois, en bourse, on va parler de gagner 10, 20, 30% par an. Dans les startups, on va parler de multiplier ton investissement initial par 10, par 100 ou même par 1000. Donc, tu vois que si tu investis 2000 € dans une startup et que tu multiplies ton investissement par 1000, on n'est pas du tout sûr que ça va arriver, on n'a aucune certitude, c'est très risqué, mais bien sûr, 2000 fois 1000, ça fait 2 millions d'euros. Ça peut être des opérations très, très, très intéressantes, évidemment. Donc, effectivement, il y a deux grands cas de figure. La startup, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en gros, soit elle n'a pas encore de business model défini et qu'elle est encore en train de se chercher. Et quand elle va trouver son business model, il y a de fortes chances que du coup, ça vaut beaucoup plus d'argent vu qu'il y a beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'impact. Ou effectivement, même si elle est à un stade beaucoup plus avancé, on mise sur le fait qu'elle arrive à se développer à grande échelle et donc potentiellement rentrer en bourse ou se faire racheter par un plus gros concurrent et donc nous offrir une porte de sortie pour tout simplement encaisser notre plus-value. C'est un peu ça la grande vision quand tu démarres un plan? C'est exactement ça. Encore une fois, c'est un petit peu particulier parce que c'est donc non liquide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir notre argent quand on veut. Il faut attendre effectivement les événements que tu as mentionnés, un rachat ou une entrée en bourse pour pouvoir sortir. Et le but, c'est que la boîte vaille beaucoup plus à ce moment-là. Je te précise un point qui est important par rapport à ma vision à moi. C'est purement personnel. Ouais. Il y a effectivement beaucoup d'investisseurs qui investissent sur des business très jeunes qui n'ont même pas trouvé leur business model.
Ouais. Comme tu l'as dit à l'instant, moi, ma vision, personnellement, c'est le cran de du trouver dessus. voilà, le cran du dessus sur des boîtes qui ont trouvé leur business model, qui commencent à accélérer Et qui sont en et train de d'investir scaler. pile à ce moment-là, de trouver le sweet spot, si tu veux, pour vraiment mettre de l'huile sur le feu et que la startup puisse exploser. Ouais, donc tu essayes de targeter les boîtes qui viennent de trouver le business model et qui cherchent de faire leur deuxième levée de fonds ou la première levée de fonds pour scaling, quoi. Ce qui, Exactement logiquement, te donne un maximum de chances que ça marche parce que s'ils sont arrivés jusque-là et qu'ils sont scaling, c'est déjà qu'il y a des partenaires qui les suivent. Et donc, tu limites le risque de perte en maximisant, en essayant de maximiser le retour sur investissement, quoi. C'est l'idée. C'est Ok. exactement ça. Super. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as des startups sur lesquelles tu as investi, où ça s'est bien passé, d'autres trucs où ça s'est un peu cassé la gueule? Est-ce que tu as des retours sur expérience? Bien sûr. Moi, j'ai investi dans les startups depuis 2013 à titre perso et j'ai investi avec le Club Léonis depuis 2017. Donc, dans les deux cas, j'ai fait à peu près une quinzaine d'investissements, à peu près 15 tout seul au départ et une quinzaine dans le club. Ok. Donc, pour encore trop tôt, c'est 5 à 7 ans. Et 5 à 7 ans en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a pour qui ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y en a pour qui ça va être peut-être 8, 9, 10 ans. Alors je peux te parler d'un cas qui s'est mal passé, on va commencer par ça. Ouais. C'est le deuxième investissement de ma vie, donc c'est important de dire que je referai plus cet investissement aujourd'hui. Il correspond pas à mes critères actuels, voilà, mais à l'époque j'étais plus jeune et j'ai fait ce mauvais investissement. Et donc j'ai investi 2000 euros dans une boîte. Péché de jeunesse? Exactement, si tu veux, à l'époque c'était tellement déjà exceptionnel pour moi de réussir à entrer dans un investissement que je me suis un peu précipité. Sans le sélectionner juste parce qu'ils m'ont donné l'opportunité. Il faut savoir que accéder à des investissements, c'est pas toujours facile. Déjà en France, encore moins dans la Silicon Valley. Et donc c'était voilà, je sortais de nulle part, j'avais aucun accès à rien. Ils m'ont proposé d'investir, je trouvais le truc sympa à l'époque et je me suis un peu précipité et c'était effectivement une erreur de jeunesse. Donc j'ai investi 2000 euros. Un an après, il y a eu un changement d'algorithme Google et leur trafic a été divisé par 95%. Ils n'avaient pas de plan B, de plan de secours, etc. Et ça a vivoté pendant 3-4 ans et la boîte a fini par se faire racheter 10 fois moins cher. Et donc, j'ai récupéré 200 euros sur mes 2000 euros investis. Donc, j'ai perdu 1800 euros. Ok, ça marche. Bon, Donc, ça va, pour le pire bien nul. investissement, il y a pire. C'est effectivement, de toute façon, ce que tu risques le pire, c'est que la boîte se plante et que tu perdes 100%. Donc, effectivement, perdre 80%, j'étais pas très éloigné. Pour les deux, c'est pas les 200 euros que j'ai récupérés, tu vois, je m'en foutais. Mais c'est quand même un bel échec, hein, c'est quand même vraiment dommage. Et puis je peux te raconter par contre des belles histoires qui me sont arrivées, plusieurs. Alors j'ai l'occasion d'investir il y a quelques années dans Bitstamp, qui est l'un des leaders mondiaux d'achat-vente de crypto-monnaies, une plateforme d'achat-vente un peu comme Coinbase ou Kraken, qui est le leader européen. J'investis et à l'époque j'investis sur une valorisation 200. On t'a perdu. Donc, j'avais pas encore le club. Attends. Ah, pardon. Ouais, je recommence. Valorisation. J'ai vu que l'image était très très claire et je me suis dit c'est génial et non ça. Bon bref. C'est génial. Donc une valorisation de 250 millions d'euros au moment de l'investissement, d'accord. Donc déjà une boîte qui vaut très très cher. Ouais. J'en parle à plusieurs personnes autour de moi et j'en parle à quelques amis à l'époque. Hein, j'avais pas encore le club. Et tout le monde me dit non mais attends 250 millions c'est trop cher, c'est un délire, etc. Tu gagneras jamais d'argent. Et puis j'investis, moi j'y crois et je me dis attends les plateformes crypto c'est énorme, c'est les banques de demain, etc. J'y crois énormément donc voilà. Et 3 ans plus tard la boîte se fait racheter 5 fois plus cher. Et donc, je multiplie mon investissement par 5. La somme que j'avais investie, je récupère 5 fois plus, tu vois, en 3 ans. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc sympa, sans rien faire, quoi. J'avais pris la décision d'investir et puis j'attends. Et puis tu récupères 5 fois plus. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai une boîte dans laquelle j'ai investi donc elle s'est fait racheter par un fonds d'investissement coréen, donc pas très excitant le nom du racheteur. Hein. C'est une boîte, un fonds qui s'appelle NXMH que personne connaît, voilà. Par contre, des trucs un peu plus fun. J'ai une boîte dans la Silicon Valley dans laquelle j'avais investi qui s'est fait racheter par McDonald's. Donc ça, c'est assez sympa. Une boîte dans l'intelligence artificielle qui fait en fait de la reconnaissance vocale. Et en fait, ils se sont fait racheter 2 fois plus cher. Donc, j'ai doublé mon argent en seulement 3 mois. Donc, j'investis en juin, je pars en vacances. Et en septembre, ils se font racheter le double du prix. Et donc, j'ai juste en 3 mois doublé mon argent par McDonald's. Ah, c'est McDonald's, d'accord. Et donc,
Voilà, par McDonald's. Et donc, en fait, McDonald's va utiliser cette technologie aux États-Unis pour. Tu sais, il y a beaucoup de drive aux États-Unis parce que tout le monde est en voiture. Ouais. Et donc, en fait, quand tu arrives au drive, tu vas pouvoir commander en disant bonjour, je voudrais un Big Mac et une grande frite. Et c'est en lieu qu'il y ait un opérateur derrière, il va automatiquement reconnaître la commande pour la transmettre directement. Voilà. Et ouais. Donc, plein de et de belles. Il y a plein d'autres exits, une startup française dans laquelle j'avais investi qui s'est fait racheter par Netixis. Enfin, plein d'histoires comme ça sympas et plein d'autres histoires qui se sont pas encore fait racheter mais qui sont en train d'être écrites et des boîtes qui connaissent des croissances très très intéressantes. Ok, donc en ce moment même, ton portefeuille, il grossit, il grandit. Tu as réussi à miser sur des chevaux intéressants, quoi. Il grandit à une vitesse assez folle. J'ai plusieurs boîtes du portefeuille qui doublent tous les mois. Donc, t'imagines en termes de potentiel et de valorisation, c'est énorme, quoi. Alors, est-ce que mon argent à moi double tous les mois? Pas forcément exactement, mais en tout cas, les boîtes, elles doublent en chiffre d'affaires. Donc, tu peux dire que leur valeur, elle va plus, enfin, elle suit, même si elle suit pas exactement, mais de façon presque. linéaire, ouais. Voilà, pas de façon purement linéaire, mais quand même très très intéressant, quoi. Ok, bon, super. Et donc, du coup, comment on fait pour investir dans une startup? Tu disais que c'est pas toujours facile d'accéder justement aux deals, aux opportunités d'achat. Comment on fait? Comment ça marche? Alors, c'est une grande question. Écoute, c'est pas si simple, effectivement. Il y a plusieurs grandes pistes. Alors, je vais bien sûr parler de Léonis Investissement, qui est une des possibilités, mais au-delà de ça, sans Léonis Investissement, il y a plusieurs grandes pistes. La piste de base, c'est tu rencontres un entrepreneur dans ton réseau, etc. On te le présente, tu le connais, vous vous mettez d'accord et t'investis. Ça, pourquoi pas. L'inconvénient, c'est que bien sûr, je pense que la plupart des gens qui nous regardent, ils n'ont pas des tonnes d'opportunités, ils ont peut-être quelques copains. Mais si tu veux investir un peu de façon systématique, il va falloir te créer un réseau. Alors, il existe quelques plateformes en France qui vont te proposer des startups. Moi, je trouve, mon avis personnel, que la qualité des dossiers n'est pas toujours extraordinaire. Ouais. Il y a parfois des dossiers bien, mais je trouve que c'est un peu moyen. Et effectivement, la réalité des faits, c'est que tu te rends compte que les meilleures startups, elles ne vont pas sur les plateformes pour aller lever des fonds. Elles vont lever des fonds directement auprès des business angels, des fonds d'investissement, des investisseurs. Et si tu regardes toutes les réussites, que ce soit Silicon Valley, les qui ont vraiment réussi, même les bonnes boîtes françaises, elles n'ont jamais fait de levée de fonds sur les plateformes. Donc, tu te dis, bon, les plateformes, c'est peut-être pas là où il y a les meilleurs. Ensuite, il y a les clubs de business angels. Alors, moi, je les ai fréquentés. Il y a souvent des clubs des anciennes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Il y a des clubs un peu par région, etc., etc. Grosse C'est dédicace pas mal, au Business Angel de Bangkok, du coup, où ils ont effectivement un petit Voilà, club, grosse d'ailleurs, qui est tenu par des C'est vrai? Français. Ouais, qui est Génial. tenu par des Français. Ah, c'est Et incroyable. en général, ils font 1 à 2 deals, 1 à 2 deals par mois. Mais c'est de la love money, quoi. C'est, je sais plus, je crois que j'ai pas envie de dire de conneries. 200 000 max, un truc comme ça, un premier Ouais. tour, quoi. C'est déjà Vraiment pour très un bien. Hein. premier C'est déjà tour. très, très bien. Hmm. Mais alors, tu vois, 1 ou 2 deals par mois, c'est pas mal. Parce que tu vois, moi, dans mon club, je fais entre 10 et 15 deals par an. Donc, c'est à peu près le même volume. La question, c'est effectivement quelle est la sélection? À quel deal ils ont accès, eux, à Bangkok? Ça, je ne sais pas. Et à mon avis, à Bangkok, c'est plutôt des jeunes et c'est plutôt dynamique. Donc, je pense que c'est cool. Mais la plupart des clubs de business angel que moi, j'ai fréquentés en France, à Paris, c'est en gros moyenne d'âge de 65 ans. Et on comprend rien à la technologie. On ne sait pas ce que c'est la blockchain, on ne sait pas ce que c'est une application smartphone, on ne sait pas ce que c'est l'App Store, etc., une marketplace, quoi, tu vois. Donc, pour investir, c'est un peu compliqué. Et en général, du coup, ils n'ont pas toujours très bonne réputation auprès des entrepreneurs, parce qu'ils se disent, bah, qu'est-ce que je vais aller pitcher à ces mecs qui comprennent rien. Donc, c'est une possibilité, et c'est pas la plus mauvaise, mais moi, elle me plaisait pas. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens dans mon club, etc., qui m'ont dit la même chose. En Donc, tout cas, ce qui est les réel, plateformes, c'est les qu'il y a clubs, il y a un problème, il y a un besoin, c'est-à-dire que l'accès, soit pour les entrepreneurs qui montent une startup qui veulent faire une levée de fonds, c'est compliqué d'accéder à des investisseurs qui comprennent ce qu'on raconte. Et l'inversement, quand toi tu cherches à investir, c'est pas sur la place publique, en gros. absolument. D'ailleurs, C'est vrai qu'il y a un peu un problème, ouais. il faudrait rapidement peut-être expliquer l'écosystème. Tu as parlé de VC, tu as parlé du coup de sociétés d'investissement. Alors, toi et moi, enfin, toi plus que moi, on connaît un petit peu le truc, donc effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que tu peux nous en parler du coup Ouais, bien sûr. de ces interlocuteurs, de ces intermédiaires finalement qui viennent se greffer spécifiquement, pratiquement, dans le milieu d'investissement des startups?
Complètement. Effectivement, tu as raison, c'est important de repréciser. Il y a plusieurs acteurs différents. Donc, tu as d'abord les business angels. Les business angels, c'est eux qu'on va trouver dans les clubs, c'est eux qu'on va trouver en général sur les plateformes. C'est des individus qui ont de l'argent et qui veulent investir dans les startups pour faire travailler leur argent et avoir un espoir de gain important pour soutenir l'écosystème. On trouve énormément d'entrepreneurs qui d'une part, comprennent l'intérêt que ça peut avoir d'investir très tôt, puisque eux-mêmes, ils l'ont vécu, si tu veux. Ils ont vu qu'ils avaient développé leur boîte, qu'ils avaient réussi. Donc, on retrouve ces business angels. Parfois, ils se réunissent dans des clubs, dans des groupes, etc. Et ensuite, au-dessus de ça, on a finalement les fonds d'investissement. Alors, tu en as vraiment de toutes les tailles, des tout petits et des énormes. Et ça, des fonds d'investissement, ce sont finalement des intermédiaires qui vont lever des fonds, eux aussi, de leur côté, auprès d'investisseurs. Donc, ça peut être des particuliers ou des institutionnels. Et derrière, c'est leur métier de trouver des startups et d'investir. Donc, ils vont voir des grands institutionnels, des grandes banques, des grands, même les boîtes du CAC 40, par exemple, elles investissent dans les grands fonds d'investissement français. Et ils leur disent, donnez-nous de l'argent, on va le faire fructifier pour vous, c'est notre métier, on a un track record, etc. etc. Ouais. Ça, c'est les grands acteurs de l'écosystème. Au milieu de ça, il y a les leveurs de fonds qui sont justement là pour aider les petites startups un peu perdues, comme tu le mentionnais, qui ne savent pas finalement où trouver l'argent, qui eux connaissent tout le monde et qui vont dire, écoutez, moi, je vais vous rendre votre dossier, je vais vous aider à le constituer et je vais vous présenter des fonds d'investissement, des investisseurs. Et en échange, je prends une commission sur la levée de fonds. Donc, voilà, grosso modo, les grands… Typiquement, les investisseurs français, on va avoir en ligne de tête le monsieur qui t'a écrit ta préface. Je crois que Xavier Niel est le premier investisseur privé tout seul français qui fait le plus de deals. En France. Et typiquement, des gens qui vont savoir justement nous diriger, nous amener vers les bonnes personnes, etc. En France, on va avoir The Family, par exemple, qui va aider les startups à se développer, puis à aller lever de l'argent. Correct ? Oui, alors The Family, c'est un petit peu différent. Eux, ils essaient d'avoir vraiment un écosystème complet. C'est pas mal ce qu'ils font, bon, mais c'est un peu à part. Les leveurs de fonds, c'est souvent des individus. Vraiment… voilà, il y a quelques boîtes structurées en leveur de fonds, notamment en France, il y a Chausson qui est l'une des plus connues. Beaucoup. Et eux, ils font pas d'amorçage, vraiment des jeunes qui sortent d'école avec leur projet. Ils vont plutôt être sur des boîtes un peu plus avancées. The Family, si tu veux, eux, c'est vraiment de l'accompagnement. Ça ressemblerait presque plus à un incubateur. L'accompagnement, ils vont t'aider à grossir ton business. Bon, eux, ils demandent d'avoir des parts de ta boîte, donc mais ça ressemble plus à ça. Bien sûr, j'ai oublié, dans l'écosystème, tu as les incubateurs. The Family est peut-être effectivement l'un des plus connus. Je pense qu'on peut plutôt les ranger dans la case incubateur. Ok. Et donc là, l'incubateur est un endroit dans lequel il va y avoir plein de petites startups, plein d'entrepreneurs qui cherchent à gérer des projets, à lancer des projets. Et il va y avoir des gens qui ont plus d'expérience, qui vont mentorer ces startups à se développer et qui ont un rôle effectivement à un moment donné dans l'investissement parce qu'ils vont connecter avec des levées de fonds, avec des coachs, des mentors, ce genre de choses. Bon, ceci étant dit, du coup, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'accès à l'investissement, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue relationnel. Et donc, c'est là que tu as eu l'idée, j'imagine, de lancer ce club et de mettre en relation des startups et des gens qui veulent investir et faire fructifier leur capital. Parce que justement, une troisième manière d'investir, c'est celle que tu fais toi, c'est-à-dire d'aller faire le travail de détective. C'est ça ? C'est exactement ça. Je te remercie pour la perche tendue. C'est tout à fait ça. En fait, si tu veux, mon idée, c'était de dire, moi, je veux investir déjà, moi, Gabriel, dans les meilleures startups. Mais ces startups, elles sont pas sur les plateformes, elles sont pas dans les clubs. Comment faire ? Donc, j'ai commencé à les appeler en direct. Tu vois, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, salut, je voudrais investir chez vous. Et les mecs, certains ont fini par me dire, OK, mais si tu veux investir chez nous, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros minimum. Moi, j'avais pas 200 000 euros à mettre, tu vois, surtout que si tu veux en faire plusieurs dans l'année, c'est pas 200 000 qu'il te faut, c'est 500 000, 1 million, etc. Mais parce que et c'est là, en fait, où pas j'ai dans eu les l'idée… startups, on met surtout pas tous ses œufs dans le même panier. Plutôt pas. Logique serait d'effectivement diversifier pour répartir le risque, effectivement. Et donc, je me suis dit, pourquoi on se réunirait pas ? Au début, c'était avec quelques copains, en se disant, tu vois, si on est 10 et qu'on met 3 000 euros chacun, ça fait 30 000 euros. Et c'est déjà plus facile d'aller voir une startup avec 30 000 euros qu'avec 3 000. Et puis, petit à petit, 50 000, 100 000, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'a commencé le club privé Léonis il y a 3 ans et demi. Et puis maintenant, j'ai poussé le truc encore plus loin. J'ai dit, les particuliers, non seulement ils n'ont pas accès aux startups françaises, mais ils n'ont pas accès aux meilleures startups du monde qui sont dans la Silicon Valley.
Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne, l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley. Hein. Les plus grandes boîtes au monde, elles viennent de là-bas, les Facebook, Uber, Airbnb et tout ce que tu veux. Et je me suis dit, bah, c'est là qu'on va gagner de l'argent. Et donc, voilà, Léonis Investissement, c'est donc maintenant mon activité. On est plus de 300 au moment où on fait cet enregistrement investisseurs dans le club. Comme tu l'as dit en intro, on a investi plus de 5 millions. En 2021, on devrait investir à peu près 10 millions donc dans les startups de la Silicon Valley. Donc, comme je le disais, bah, c'est au hasard, c'est des startups que moi, je vais sélectionner en fonction de mes critères, qui sont des critères très précis, qui sont dans le bouquin et qui m'ont amené jusqu'à présent énormément de succès. Et j'investis moi mon argent perso et je propose aux membres du club d'investir avec moi. Chacun a le choix d'investir ou non, mais on se réunit tous ensemble, l'union fait la force et on arrive à investir maintenant plusieurs centaines de milliers de dollars sur chaque investissement qu'on fait sur chaque startup, ce qui permet d'attirer des entrepreneurs ambitieux et des super startups de la Silicon Valley. Voilà. La raison numéro 1, tu dirais que c'est pour accéder à des deals qui n'étaient pas accessibles en étant tout seul? Absolument. Absolument. C'est vraiment ça. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, je l'ai vraiment fait même pour moi. C'est-à-dire que même moi, tout seul, je voulais accéder à ces deals-là et j'avais pas l'opportunité, si tu veux. Et aujourd'hui, j'y ai accès grâce à ça. Donc, c'est vraiment… et on y a tous accès ensemble. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais? Principalement, bah, tu vas faire le taf, tu vas rencontrer les gens, tu vas serrer des paluches, tu appelles des numéros de téléphone, tu essayes d'avoir le réseau, de développer le réseau qui te donne accès au deal pour pouvoir y participer. Et en gros, c'est quoi? C'est un contrat, c'est un virement, la finalité de la chose, à quoi ça ressemble? Alors, donc effectivement, mon métier, c'est ça, hein, c'est d'aller rencontrer des startups. Je passe ma vie à rencontrer des fondateurs, voilà, à parler sur Zoom avec eux, etc., pour essayer d'établir si c'est un investissement qui pourrait être intéressant pour le club. Donc, il faut savoir que je vois à peu près 3000 dossiers par an et j'en sélectionne une quinzaine pour investir. Donc, tu vois qu'il y a une sélection énormissime. Et pour te répondre, un investissement, en général, ça se passe sous la forme d'une augmentation de capital, comme en France. C'est-à-dire que en fait, la société va émettre des actions et nous, on achète les actions. Et donc, c'est effectivement sous la forme il y a une assemblée générale extraordinaire. Alors, dans la Silicon Valley, ils sont un peu plus rapides que ça. Et c'est en général, beaucoup d'investissements se font via des notes convertibles. Et donc, effectivement, la note convertible qui va donner droit à des actions plus tard. Ça revient au même, mais ça permet d'alléger finalement les formalités administratives, juridiques, etc., etc. Et donc, pour te répondre, oui, si on revient à la base de la base de la base, c'est effectivement un contrat qui est cette note convertible, un virement, et voilà. Mais bon, bien sûr, il y a un peu plus de subtilité que ça, c'est fait par des avocats américains, etc. Mais si on en revient vraiment à la base de la base, effectivement, c'est un contrat et un virement, tout à fait. D'accord, super. Et c'est quoi les risques du coup? Parce que tu nous as donné envie avec tes histoires et tes succès, mais c'est quoi les risques derrière l'investissement dans une startup? Alors, tu fais bien d'en parler, c'est important. Et moi, j'aime toujours être hyper transparent et vraiment le dire ouvertement. L'investissement en startup, c'est considéré comme très, très, très risqué. C'est considéré comme plus risqué que les investissements classiques, type immobilier, même type boursier. L'investissement en bourse, c'est déjà considéré comme risqué par la plupart des banquiers, la plupart des particuliers. Ouais. Et ben, il faut bien comprendre que les startups, c'est où on n'a pas la certitude, etc. On peut dire que c'est, disons, aussi risqué, par exemple, que la crypto-monnaie, qui est un investissement qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, comme tu sais. Donc, le risque, eh ben, il est finalement le même, c'est que ça aille à zéro. Donc, les startups, ça peut échouer. Hein. Il peut arriver qu'à un moment, la startup ne fonctionne plus pour X ou Y raison, ils n'ont plus d'argent dans les caisses, etc. Et à ce moment-là, le fondateur, il va dire, bon, bah voilà, j'ai raté, j'arrête, je mets la clé sous la porte, la boîte fait faillite. Et donc, à ce moment-là, le risque, c'est simplement de perdre l'intégralité de ton investissement. Donc, tu perds 100% de ce que tu avais investi. Voilà le risque, c'est ce qu'on appelle un risque de perte totale. Ah, contrairement à la bourse, tu peux pas aller dans le négatif, par contre. Voilà. Alors, en bourse, tu peux aussi aller à zéro, mais c'est très très rare. Des boîtes en côté en bourse qui vont à zéro, c'est quand même. T'as des mecs qui jouent avec des actions, avec des effets de levier et qui perdent leur slip, hein. Oui, alors effectivement. Alors, tu peux effectivement aller. Bon, ça c'est encore. Bon, moi je le vraiment recommande pas du tout. Mais alors, pas raison, du tout. Effectivement, si pas tu du fais tout, des pas leviers, du tu tout. peux même aller. Pas du tout, pas du tout. Ouais. On va dire qu'en moyenne, c'est 9 sur 10. Ça doit être les stats françaises. Je crois 9 startups sur 10 en France se cassent la gueule. Sachant que, bon, faut voir ce qu'ils mettent dans les statistiques de startup. Toi, ton objectif, c'est d'aller vers quoi comme stat? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un track record où tu peux dire que les plans que tu sélectionnes, c'est, je sais pas,
5 sur 10 qui vont faire équilibre rien de spécial, 1 sur 10 qui va faire un bon résultat, 1 sur 100 qui va faire un super résultat. Est-ce que tu commences à avoir suffisamment de stats ou pas du tout? Et vers quoi tu tends en tout cas? Ouais. Alors, effectivement, donc c'est 9 sur 10, je crois que c'est même une stat mondiale. Effectivement, comme tu l'as tout de suite précisé, et tu as tout à fait raison, ça prend en compte vraiment tout et n'importe qui, c'est-à-dire y compris le mec qui ouvre un stand de glace l'été, puis qui après ferme parce que c'est la fin de la saison, et on dit, ah bah c'est une faillite, c'est bon, etc. Donc, j'ai énormément de stats, puisque 7 ans, disons que je fais ça, et donc il est encore trop tôt, parce qu'il y a beaucoup d'exits qui n'ont pas encore eu lieu. Mais moi, ce que je vise, c'est d'inverser, c'est d'aller à 9 sur 10 qui réussissent. Alors effectivement, possible, ça, qu'est-ce que c'est que… Ouais, c'est possible, mais qu'est-ce que c'est qu'une réussite? Effectivement, comme tu l'as dit, tu peux en avoir certaines qui te font gagner un petit peu d'argent, des fois 2, des fois 3, des fois 5. C'est déjà bien, hein, c'est mieux que la bourse, etc. Mais c'est pas ça une vraie réussite en startup. Ce qui est intéressant en startup, c'est que tu as des boîtes qui vont faire des fois 1000. Il y a des fois 5000, des fois 10 000 qui existent sur les mecs qui avaient investi dans Uber, dans Facebook, etc., dans Amazon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sorties-là, elles se trouvent dans la Silicon Valley, uniquement, il y a quasiment nulle part ailleurs, sauf en Chine, mais en Chine, c'est plus compliqué, le contexte réglementaire, etc., etc. Comme tu sais. On va dire que c'est un autre pays qui est beaucoup moins… il va être ouvert aux capitaux étrangers. Est-ce que tu peux les faire ressortir? Je sais pas. C'est une autre histoire, en tout cas. C'est ça la question. C'est une autre histoire. Mais bon, c'est sûr que demain, si tu arrives à faciliter l'investissement dans des startups chinoises, je pense qu'il devrait y avoir des opportunités à saisir. Mais bon. Il y a, si tu veux, comme tu le disais, plein d'opportunités pour investir. Mais encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour sortir l'argent? Qu'est-ce qui se passe à l'exit? Est-ce que tu es sûr que tout va bien se passer? Et avec la Chine, tu as moins de certitude. Alors, avec les États-Unis, c'est quand même… voilà, on sait que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Donc, ça, c'est la vraie différence. Donc, voilà, tout ça pour dire que ces opportunités-là, elles sont dans la Silicon Valley. Et donc, ce qui est intéressant avec l'investissement, c'est qu'il suffit une fois dans ta vie, faire un fois 1000, même un fois 100. Il suffit de le faire une fois et ça va rattraper tout ton portefeuille, tous tes investissements, tout ce que tu as pu faire avant. Et c'est ça qu'on vise. Et ces opportunités-là, elles sont dans la Silicon Valley. On n'a pas la garantie qu'on va le faire, mais il n'y a qu'en essayant qu'on peut avoir une chance d'y arriver. Ouais. Et donc, du coup, c'est sur le volume. On va en faire 10 pour espérer que 3-4 se passent bien, etc. C'est là-dessus où on va plutôt essayer de dénicher la perle rare qu'on ne peut pas vraiment anticiper? C'est quoi ta vision? Moi, j'essaye de… Alors, bien sûr, j'en fais 10 par an, donc il y a une petite notion de volume. Je ne peux pas en faire une tous les 10 ans, tu vois, ça n'aurait aucun sens. Mais moi, je ne veux pas faire du volume pour faire du volume. Je veux effectivement faire de la qualité, trouver vraiment des perles rares. Tu vois, comme je te disais, 3000 dossiers analysés pour 10 ou 15 investissements. Il y a vraiment… voilà, 99,9% du temps, je dis non, quoi. Donc, le but, c'est pas de faire trop de volume. Bien sûr, tu diversifies un petit peu. Et puis, ça permet d'animer le club, de proposer plein d'investissements différents dans plein de secteurs, à plein de gens. Dans le club, les gens, ils vont pas tous investir forcément sur tous les deals, même si j'ai un très bon taux de participation. Donc, ça permet de diversifier. Mais voilà, faut faire un peu de diversification, pas du volume pour du volume. Et effectivement, essayer de trouver la perle rare. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah voilà, tu fais 10 investissements, même si… Et ben, pour que ce soit une bonne opération positive pour toi, il suffit de faire plus que x10. Et dans les startups, ça arrive souvent de faire plus que x10. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, si tu as une startup tous les ans qui fait plus que x10, même si le reste se plante, tu es sûr d'être positif, d'avoir gagné de l'argent. Et encore une fois, si tu vas aller taper dans les x100, les x1000, bah là, c'est jackpot, quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi les avantages? Alors, on l'a compris, le potentiel d'aller faire un x100, un x1000, un x10 000 à un horizon 5 à 7 ans. Alors peut-être le x10 000 non, mais il y a quand même beaucoup plus de boîtes que l'on ne voit pas forcément, surtout dans la technologie, qui vont développer un algo, qui vont développer un truc, qui vont développer un machin, qui vont se faire racheter par des startups plus grosses. Et du coup, entre x100 et x500, il y a énormément de boîtes qui le font quand même. C'est-à-dire que je pense que le plus intéressant, c'est pas d'aller taper la licorne qui va faire Facebook ou Uber, mais de taper en dessous, quoi, de taper la girafe, quoi, taper celle qui va grossir et qui va soit créer une base de données, soit créer de la techno qui va être rachetée par ceux du dessus. Et là, tu as quand même beaucoup plus de chances finalement de réussir à gagner ta vie. Donc voilà, faut pas croire qu'il y a uniquement des étoiles filantes, quoi. Exactement, les deux sont hyper intéressants. Effectivement, une boîte où tu fais déjà x100, c'est extraordinaire.
Et à nouveau, et c'est vraiment aussi pour ça que j'investis là-bas, c'est que ceux qui rachètent, bah, c'est les très très grosses, c'est les GAFA ou les GAFAM. Et ils rachètent quoi? Ils rachètent des boîtes américaines de la Silicon Valley. Donc c'est toujours pareil, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Et donc, du coup, les avantages, c'est pouvoir se faire racheter très très cher et donc avoir des retours sur investissement énormissimes, quasiment inaccessibles dans quelconque autre domaine. Il n'y a que dans ce milieu-là Absolument. qu'on peut avoir des retours Ouais. comme ça. C'est quoi les autres avantages? Alors, il y a un autre avantage qui est considéré comme par beaucoup comme un inconvénient. Et moi, je trouve que c'est un avantage, c'est l'illiquidité. Ouais. Comme on l'a dit, tu peux On pas sortir quand tu veux. Ouais. Et en fait, je suis revenu, c'est bon, ok. Ouais. Je trouve que c'est un avantage parce que en fait, tu as l'esprit tranquille. C'est-à-dire que quand tu es en bourse, quand tu es en crypto, quand tu es en n'importe quoi, même en immobilier, eh ben, tous les jours ou tous les mois, dès qu'il y a une crise, dès que ça baisse, dès que ça monte, il y a toujours une petite voix dans un coin de ta tête qui dit est-ce qu'il ne faut pas vendre, est-ce que c'est pas le bon moment, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et au moins, en fait, avec les startups, bah, tu n'as pas le choix. Donc, bien sûr, c'est d'une certaine façon un inconvénient, mais moi, je trouve que c'est un avantage parce qu'au moins, tu as une tranquillité d'esprit absolue. À partir du moment où tu as investi, eh ben, tu n'as plus jamais besoin d'y penser. Si ça se fait Ouais, racheter, t'as ça pas se fait la racheter. réflexion, quoi. Voilà, t'as rien, tu te l'enlèves complètement du cerveau et tu as l'esprit libre pour penser à autre chose et à la suite. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Donc pour moi, c'est vraiment un avantage. Diversité peut-être aussi, des domaines, des sociétés dans lesquelles on a investi. Beaucoup de boîtes techno à la Silicon Valley, mais il va y avoir aussi cette possibilité d'avoir une espèce de fraîcheur, d'investissement, de choix potentiel, j'imagine. Ouais. C'est aussi un avantage Ce qui est intéressant, non? extraordinaire, tu as raison de le mentionner, moi qui suis ingénieur et entrepreneur et passionné par l'innovation, c'est qu'en fait, ça t'ouvre les portes à un monde extraordinaire. Tu connais tous les outils, tu vois. Alors, je connaissais pas l'outil là sur lequel on enregistre, Ouais. mais c'est ce genre de truc, tu vas découvrir en avance des gens qui font des trucs extraordinaires, des outils, des innovations, etc. Et bah, à nouveau, quand tu investis et quand on parlait de ces choses-là dans ce milieu-là, tu es au contact d'innovations incroyables. Moi, il y a plein de boîtes qu'on m'a proposé pour investir dedans et finalement, je suis simplement devenu utilisateur parce que je trouvais que le nouveau, enfin voilà, l'outil qu'ils avaient créé était extraordinaire et ça te donne vraiment espoir, foi dans l'humanité parce que tu as vraiment des trucs extraordinaires. Là, tu vois, je vois passer évidemment des tonnes de startups qui veulent guérir le Covid, mais je vois aussi, là, j'ai vu passer une boîte qui fait pousser des arbres 2 fois plus vite pour, tu vois, replanter les forêts de la planète. Ils ont fait une espèce d'OGM arbre. Il y a trop de trucs, c'est tellement en fait passionnant, fascinant. Que c'est effectivement, ça c'est vrai que ça t'ouvre vraiment l'esprit sur des innovations, des nouveautés. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, toi, moi et beaucoup de gens, je pense, qui nous regardent, bah, tu vois toutes les dernières tendances marketing, toutes les dernières innovations, tout ce que tu vas pouvoir réutiliser dans ton business. Donc ça, c'est aussi un avantage assez énorme. Ok, top. En récap, du coup, rapidement, les plateformes que l'on peut utiliser pour investir dans les startups. Tu as dit il y a des plateformes de marché en France. Ouais. Du coup, tu as des noms en tête, t'en as qui sont Ouais, bien moins sûr. pires que d'autres ou pas? Écoute, oui, je peux en citer trois que je connais bien et qui sont effectivement, je pense, les trois meilleurs, ou selon moi, disons les trois moins pires. Euh, la première, c'est SoWeFund. Je vais les citer en premier parce que c'est pour moi les meilleurs. Mhm. C'est ceux qui ont le plus de dossiers et ça arrive quand même qu'il y ait des bons dossiers chez eux, donc c'est pas mal. Mhm. SoWeFund et c'est ceux qui ont le plus de volume. Vraiment pas mal de startups. Ok. Il y en a au moins une dizaine par an, donc c'est pas mal. En deuxième, il y a Anaxago qui est pas mal aussi. Eux, ils sont très spécialisés dans la PropTech, donc c'est sur l'immobilier et dans le médical. Donc moi, j'investis pas du tout dans le médical, donc ça me parle pas énormément. Mais voilà, ils ont pas mal de choses dans le médical. Et puis la dernière, c'est WeSeed. Donc Anaxago, ils ont des dossiers assez pointus, mais ils en ont très très peu, 2 ou 3 par an. SoWeFund, ils en ont plus. Et la dernière, c'est donc WeSeed, où ils ont aussi pas mal de dossiers. Eux, ils font beaucoup d'investissements à impact. Donc c'est pas forcément des choses très rentables, mais il y a plein de choses intéressantes sur l'impact, le green, les énergies renouvelables, etc., etc. Ok. Ça, c'est les plateformes que vous pouvez retrouver en ligne pour analyser un petit peu les dossiers, etc. Et on vous a dit attention, ce qui est sélectionné, le travail qui est fait derrière, la recherche, etc. Le deuxième truc, c'était les clubs d'investisseurs. C'est locaux, c'est local, c'est national. Où est-ce qu'on tape sur Google Business Angel Club et on va trouver quelques trucs Paris et alentour? Comment ça marche? Voilà, club de Business Angel plus sa ville dans Google, on trouve des choses. Il y a beaucoup donc dans les grandes écoles. Donc, si vous avez fait une école d'ingénieur ou une école de commerce, vous trouvez ça facilement.
Et après, il y en a quelques-uns par thématique. Par exemple, il y a un très grand club français qui s'appelle Femmes Business Angel, qui est composé que de femmes et qui est un des meilleurs clubs. Pour le coup, eux, là-bas, il se passe des choses sympas. Il y a bien sûr Paris Business Angel, qui est le plus grand de France. C'est celui-là où j'ai été et qui était composé plutôt de retraités. Mais voilà, effectivement. Et vous avez également du coup Léonis Investissement et d'autres, j'imagine, hein. Donc là, on est plus sur des clubs d'investisseurs privés qui vont être à l'initiative de personnes comme Gab, passionnés, qui font le taf et puis qui prouvent avec les résultats qu'ils ont obtenus, avec les recherches, avec les analyses qu'ils font, qui proposent ces plans d'investissement. Moyennant quoi? Moyennant fee annuelle, moyennant pourcentage? Comment ça fonctionne, Léonis? Écoute, donc Léonis Investissement, il y a donc une cotisation, effectivement, à l'entrée du club, qui est donc une cotisation annuelle pour rentrer, avoir accès au deal. Et il y a effectivement ce qui s'appelle, le vrai terme, c'est le carried interest. On pourrait dire que c'est un success fees. C'est-à-dire qu'il y a une commission sur la plus-value. Donc ça permet d'aligner les intérêts. Ça veut dire que si je te fais gagner de l'argent, grâce à un investissement que je t'ai proposé, eh ben moi j'ai une commission sur le gain. Sur le deal. Ok, donc c'est à la sortie. À la sortie uniquement, exactement. Comme ça, c'est si tu gagnes de l'argent, je gagne, et si tu gagnes pas, je gagne pas. Ok. On mettra tous les liens dans tous les cas dans la description juste en dessous. Vous pourrez aller voir tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait clôturer du coup cette vidéo, Gab? Dire investir dans les startups, c'est génial. Par contre, le faites pas tout seul. Mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier. Et puis, investissez-en sur 10 et il y en a peut-être un qui se fera racheter par Google. C'est un peu la vision. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, ce serait déjà ne le faites pas seul si vous débutez. Ouais. Appuyez-vous sur des professionnels dont c'est le métier. Parce qu'il y a une différence énorme, hein. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça, mais voilà, quand j'ai commencé, on en a parlé, hein, j'ai fait des erreurs. Donc voilà, si vous vous appuyez sur un professionnel, gagnez du temps. Et puis, quelque chose que j'aime bien, moi, c'est, pour conclure, c'est de faire un peu rêver en disant que, tu sais, il y a le modèle traditionnel de tu prends un job, tu mets de l'argent de côté, tu investis un peu en bourse, un peu en immobilier, etc. Et puis, tu vas devenir indépendant financièrement. Et en fait, je pense que tu le sais aussi bien que moi, le modèle classique, il fonctionne. Le seul problème, c'est que ça va mettre 40 ans. Et donc, tu vas obtenir ton indépendance financière à 65 ans, quand tu ne pourras plus vraiment en profiter, ou tu pourras en profiter que 5-10 ans et ce sera terminé. Et ce que j'aime bien dire, c'est que les startups, ça peut être un accélérateur. Parce qu'en fait, si effectivement tu investis dans la bonne startup et qu'à un moment, même si c'est 10 ans plus tard, mais tu te retrouves avec un gros exit où tout d'un coup tu vas choper 200 000 ou 2 millions, et ben là ça change en fait toute la donne et tu peux même potentiellement t'arrêter de travailler. Et c'est vraiment un accélérateur d'indépendance financière. Donc c'est bien sûr du risque, encore une fois, je le redis, on n'a aucune garantie, etc. Mais ça peut être une façon d'accélérer, si tu veux, et de gruger un peu le système classique pour aller vers l'indépendance financière plus rapidement. Pas de liquidité, donc on immobilise le capital, 5 à 7 ans en moyenne pour les exits. Ouais. Un professionnel qui va être là pour vous accompagner, qui va être là pour faire les bonnes analyses. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Et sinon, il y a les plus beaux retours sur investissement potentiel à faire. Les dernières technologies qui vont sortir, qui vont certainement révolutionner ce monde, dont vous pouvez être le héros. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On met tous les liens. C'est beau. Dans 10 ans, dire, moi j'avais investi dans Amazon, j'avais investi dans Airbnb, c'est un délire, quoi. Eh ben, il y en a qui ont été les investisseurs. Moi, ce que je trouve très sexy là-dedans, c'est qu'avant, c'était pas accessible. Ouais. Aujourd'hui, ces boîtes dont on parle, Facebook, Uber, Snapchat, etc., même pour les plus récentes, c'est des boîtes qui n'auraient pas du tout été accessibles à l'époque à l'investissement pour monsieur, madame, tout le monde. C'était des plans d'investissement qui étaient réservés à une élite de riches, d'hommes d'affaires, qui se faisaient dans des salles noires avec des cigares et du brandy trop cher. Aujourd'hui, il est possible d'investir sur les futurs leaders de demain. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Je le ferai après avoir déjà investi et sécurisé une partie du capital. Il ne faut pas que vous mettiez vos économies sur un investissement start-up. Je pense que ça serait un poil trop risqué, même pour des gens comme nous. Mais opportunité à creuser et puis faut se lancer, faut le faire, quoi. Faut y aller.
Absolument. Passage à l'action. Do it now. Et bon, en tout cas, on met tous les liens pour découvrir le travail de Gab. Gab qui était avec nous depuis la Martinique là, et quitté Paris pour aller retrouver un peu de soleil et un peu de verdure. La connexion à Internet aura été un petit peu contre nous. D'où la qualité, ouais. Voilà, aura été un peu contre nous, mais bon, c'était le soleil ou la connexion. On a pris des décisions. On a choisi. Non, j'espère que l'audio était correct. Et de toute façon, si vous voulez voir ma tronche en HD, vous allez sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas ma tête le plus important. Ce qui est le plus important, c'est notre discussion. Donc voilà. C'est clair. Et puis je pense que voilà, le message est passé. Investir dans une startup, comment ça marche? C'était Gabriel Jarançon de Léonis Investissement. Vous avez tous les liens dans la description. On se donne rendez-vous bien évidemment dans une prochaine vidéo dédiée à l'investissement, au développement de votre business, de votre portefeuille ou de votre bonheur, ce qui est pas mal aussi. Et tous les liens sont dans la description juste en dessous. Abonnez-vous, laissez un like et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez un like et merci Enzo, merci de m'avoir invité, à très bientôt. Merci à toi Gab et merci à tout le monde. Ciao à tous. Voilà les amis, j'espère que tous les conseils de Gabriel vous ont plu, vous ont parlé, vous ont permis de développer votre champ de vision. Désolé pour la qualité de l'interview, le Wi-Fi n'était pas terrible durant notre entretien. Mais en tout cas, vous avez pu avoir un super audio et donc du coup comprendre l'intégralité de l'entrevue. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez passer à l'action dans l'investissement dans les startups, si vous avez appris quelque chose, cette vidéo vous a plu, faites-le savoir avec un like et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de contenu, pour développer vos compétences, vos qualités, votre perspective, mais surtout concrétiser votre vie de rêve. On se donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao à tous!